Voici. Donc en fait, il s'agit d'un programme tout à fait singulier, voire unique au monde, puisqu'on n'a pas trouvé d'équivalent. La ville de Paris a imaginé que pour le site de la médiathèque du 19e arrondissement, on pouvait associer culture et accueil des immigrés. Donc sur ce site, qui est l'ancien site du lycée hôtelier Jean Carré, vont donc se réaliser la médiathèque James Baldwin du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés de Paris. Donc voilà, ça c'est Paris. C'est le Paris du 19e, le Paris reconstruit ou construit dans les années 70, avec en partie basse, alors je ne sais pas si vous le voyez, les deux bâtiments en équerre qui sont en bas accueillaient l'ancien lycée hôtelier Jean Carré. Dans un dialogue compétitif qui a été lancé par la ville il y a maintenant plus de 5 ans, il y avait la possibilité de garder ou de déconstruire, comme on dit aujourd'hui, ou de déconstruire le lycée hôtelier Jean Carré. Nous avons décidé de le garder et de faire en sorte que, finalement, le béton qui est là, alors que dans mon atelier, nous coulons peu de béton de manière engagée, le béton qui est là, finalement, on l'aime parce qu'il est là, parce qu'il est de l'énergie stockée, parce qu'il est de la structure, parce que le déconstruire, ça pollue, parce que le déconstruire, ça utilise de l'énergie, parce que le déconstruire, ça utilise aussi de la ressource par la suite, et ça pollue. Donc le béton qui est là, on le conserve. Et on vient ajouter un lien, un élément qui associe les deux bâtiments, un lien qui, lui, est construit avec les matériaux du XXIe siècle, c'est-à-dire le bois et la terre crue. Alors pour faire ce projet-là, il y a une grande équipe qui est composée à la fois de mon atelier, bien sûr, mais aussi d'un partenaire de plus de 30 ans maintenant qui est Tribu, et puis d'un paysagiste qui est Mutabilis, parce qu'on a la chance ici d'être sur une grande parcelle, rare en fait pour un équipement parisien, et qui permet de faire un vrai travail sur la biodiversité, sur la désimperméabilisation des sites. Il y a une équipe pour la terre crue qui a été composée autour de Nicolas Missner, architecte, avec le bureau d'études BE Terre et le conseil pour tout ce qui est matériaux biosourcés et géosourcés qui est Amaco. Notre bureau d'études générales, c'est Y, Ingénierie, et puis pour l'acoustique, AAB. Et ici, dans cette équipe de maîtrise d'œuvre, il y a un programmiste. En fait, quand le dialogue compétitif a été lancé, le programme de la maison des réfugiés n'était pas décidé. Il était à venir. Et donc, dans l'équipe, nous avons fait des propositions. Aujourd'hui, le programme est installé et ceux qui vont le gérer, notamment autour de Emmaüs, sont déjà présents. Alors voilà, on est tout près de la place des Fêtes. Vous voyez le carré qui est sur la gauche, c'est la place des Fêtes. On n'est pas en lien direct. On est évidemment dans l'espace de la place des Fêtes, mais on n'est pas tout à fait visible. Donc l'idée est bien sûr de faire tout un travail urbain pour constituer les continuités urbaines entre la place des Fêtes et la médiathèque James Baldwin. Et puis avec un vrai travail sur le paysage, comme je le disais tout à l'heure, et une possibilité d'entrer par l'arrière du site qui autorise d'installer, en plus des jardins de lecture, d'installer aussi un espace horticole qui servirait à la fois à la maison des réfugiés et à la médiathèque. Alors voilà, le bâtiment était celui-ci. Il n'y a pas si longtemps, et même peut-être encore aujourd'hui, quand on voit ce bâtiment-là, on se dit, après tout, il n'a pas de qualité, on pourrait s'en passer, hein, c'est une mauvaise architecture industrielle des années 70. Et bien mon œil, en fait, ce bâtiment, construit dans les années 70, a une radicalité structurelle et une rigueur structurelle incroyablement réussie, a un béton qui a été parfaitement industrialisé dans les années 70, pas d'acier qui apparaît et une texture de finition qui est tout à fait réussie. Et donc voilà, en fait, retrouver cette structure-là demande de faire un travail, bien sûr, pour l'adapter aux conditions de vie que nous avons aujourd'hui et au programme qui était demandé. Le bâtiment que vous voyez sur la partie gauche, c'était là où se trouvait l'internat, et les salles de cours étaient dans le bâtiment qui est en haut à droite et qui étaient les salles de cours. Alors l'ensemble
L'ensemble de ce projet s'inscrit à l'intérieur d'une politique qui est une politique à la fois de la ville et aussi d'instances qui les accompagnent. Je ne vais pas vous les décrire tous, mais par exemple, ce bâtiment s'inscrit c'est inscrit dans le label bâtiment durable francilien, donc porté par Ecopolis, et ce bâtiment, ce projet, puisque ce sont 2 bâtiments, est au niveau OR pour la conception et au niveau OR aussi pour la réalisation. Alors voilà, quand on a ce bâtiment, on voit bien qu'un bâtiment carré, grosso modo 4 façades pareilles, on est dans une époque où on ne s'occupait pas de l'orientation. On faisait le même programme à l'intérieur. Au milieu du bâtiment, on mettait les circulations verticales. Et finalement, ce bâtiment était un cube étanche, sans aucun intérêt pour l'environnement. Nous, bien sûr, nous avons un intérêt pour l'environnement et pour une approche bioclimatique. Et donc, on avait besoin d'une porosité. Et pour obtenir la porosité, on a vidé l'intérieur du bâtiment. Donc, ce que vous voyez dans l'axonométrie, c'est qu'est-ce qui nous est resté de cette structure si régulière. Vous avez une image très jaune sur la droite qui est, au moment du désamiantage, on a utilisé une technique de projection de caoutchouc sur les murs pour protéger les murs existants. En fait, ce caoutchouc, vous l'enlevez comme un peeling sur un visage. Et ce qui a donné un moment assez incroyable. On rentrait dans un bâtiment qui était comme une œuvre d'art, finalement, entièrement jaune, avec les lumières des LED. Ce projet a fait l'objet de déconstruction sélective, tout a été gardé, tout a été remis dans le réseau, dans les différents réseaux de réemploi. La ville de Paris a réalisé que pour chacun des éléments qu'elle donnait ou qu'elle redonnait, elle devait faire un document administratif puisqu'il s'agissait d'un bien de la ville de Paris. C'était, on va dire, assez inattendu pour tout le monde, mais en tout cas indispensable pour le fonctionnement de ce type de réemploi. Donc voilà, à l'intérieur, comme on était dans un espace qui était un espace de chambre, vous imaginez qu'on n'a pas la hauteur nécessaire pour une médiathèque, pour un bâtiment public où il y a beaucoup de monde, donc il était indispensable de venir découper les dalles pour gagner des doubles hauteurs. Ce que vous voyez au milieu, en bas, ce n'est pas un stockage de dalles de marbre, mais en même temps, c'est comme une carrière finalement. Toutes les dalles qui ont été découpées sont restées sur le site et vont être réutilisées sur le site. C'est-à-dire que ce bâtiment est devenu la ressource de son propre avenir. Et donc ces dalles sont réutilisées par Mutabilis pour l'aménagement extérieur, vont être sablées, vont être scarifiées, vont devenir finalement des éléments de paysage d'une grande qualité. Alors le projet s'installe de cette manière-là. Donc ce qui est bleu, c'est la médiathèque. Ce qui est bistre, c'est la maison des réfugiés. Et puis vous avez un carré bleu en partie basse qui est en fait une salle polyvalente qui va être utilisée à la fois pour la médiathèque et pour la maison des réfugiés. Et en jaune, entre les deux, vous avez un café qui va être un café associatif porté par Emmaüs. Et on a déjà le sentiment que ce café va être un succès. Parce que localement, la situation est idéale. L'orientation du bâtiment, la grande façade vers le sud, dans un endroit très protégé, tout ça va amener une vraie qualité. Et donc vous voyez le carré bleu qui est en haut, le centre a été évidé et vous voyez le végétal qui arrive parce qu'effectivement, dans ce centre, nous avons retrouvé de la pleine terre. Donc je ne vais pas vous détailler la façon dont le programme s'installe dans le bâtiment, mais tout ça est organisé en fonction des relations à l'extérieur. Et aussi avec cette relation à l'extérieur qui est un extérieur maîtrisé. Vous savez, quand on fait de la ventilation naturelle, ce qui est le cas ici, quand on fait une approche bioclimatique d'un bâtiment, il est absolument indispensable que la périphérie soit maîtrisée, que l'effet d'îlot de chaleur soit tenu, de telle manière que les échanges entre l'intérieur et l'extérieur soient positifs et qu'on ne soit pas pris par le chaud de l'extérieur dans l'intérieur du bâtiment. Et donc voilà, le travail de Mutabilis avec une gestion de l'eau, avec des mares pédagogiques qui viennent s'installer, désimperméabilise complètement ce site, amène une végétalisation tout à fait heureuse. Et surtout, parce que ceci s'installe, nous pouvons avoir une approche bioclimatique du bâtiment. Donc vous avez vu dans les premiers documents que je vous ai montrés, l'axonométrie, où le cœur du bâtiment a été vidé. De fait, il est vidé pour retrouver de la pleine terre, pour retrouver une épaisseur de partie qui va accueillir le programme, une épaisseur faible, qui nous permet d'avoir les ventilations traversantes. En fait, ici, nous avons 3 types de ventilation en fonction des 3 types de ventilation naturelle, en fonction des programmes. Ventilation naturelle directe, ventilation traversante des éléments existants autour du patio, ventilation naturelle assistée contrôlée pour les bureaux, et ventilation naturelle assistée contrôlée double flux pour l'espace
l'espace de coworking que j'ai oublié d'évoquer qui est à l'étage, et en dessous pour la salle polyvalente. Alors voilà ce à quoi on arrive finalement. Le bâtiment en béton est là, et on ne va pas cacher le fait que c'était un bâtiment en béton et que le béton est présent. On a enlevé la peinture, on a retrouvé finalement le fini du béton ancien, et dans toutes les ouvertures de menuiserie, de fenêtres, de façades, on vient installer des éléments menuisés que l'on fait varier en fonction des utilités liées aux programmes qui sont desservis par ces façades. Donc ça commence par une fenêtre de petite taille protégée par une persienne pour la ventilation nocturne, protégée par une persienne pour que les oiseaux n'entrent pas et que ça ne déclenche pas les alarmes volumiques. Une fenêtre latérale ouvrante avec une protection qui était un BSO, brise-soleil orientable. Il faut que l'air passe, même quand on est protégé du soleil. Et en partie basse, une entrée d'air qui est une bouche d'air autostatique de chez Duco, qui nous fait entrer donc l'air naturel dans tous les espaces au-dessus d'un radiateur. Et le radiateur, comme on est dans un bâtiment pour la ville de Paris, l'eau chaude qui arrive au radiateur, c'est le CPCU, c'est le réseau parisien de chauffage. Et donc voilà, il y a des usages, comme par exemple celui qui est décrit sur la droite, où on voit qu'il est possible de venir travailler dans l'épaisseur de ces baies-là. Alors s'il y a des architectes ici, Louis Kahn, ça leur parle un tout petit peu. Et ça leur rappellera la bibliothèque d'Exeter, où on peut aller au plus près de la lumière pour lire. Et là, à la différence d'Exeter, vous pouvez ouvrir une petite fenêtre dans votre dos si vous avez trop chaud comme ça. Vous êtes rafraîchi par l'air qui arrive dans l'ombre. Le résultat, ce sera celui-ci. Donc voilà les deux bâtiments et l'élément qui vient s'inscrire finalement dans les interstices et qui est en bois et en terre coulée. Donc ce bâtiment, on l'appelle le lien, parce qu'effectivement, il fait lien. C'est là que se trouvent les ascenseurs et les escaliers. Alors, ce bâtiment est une émergence, et vous voyez dans la photo qui est en haut à gauche, cette émergence était indispensable pour que le bâtiment ait une présence depuis la place des Fêtes. Là, l'ensemble de ce volume en émergence n'a pas fini d'être bardé, donc il apparaît un peu sombre et un peu gris. Mais quand il sera bardé en clin, comme dans la photo que vous voyez en partie basse, sous la mantille, il aura une présence beaucoup plus forte. Donc voilà cette mantille, qui est une mantille de bois et de bois de petite taille, de telle manière de laisser les bois nobles pour d'autres usages. Et grâce à ces bois de petite taille, on réussit à fabriquer des courbes. Donc la structure est en bois, vous la voyez sur la vue latérale, et dans la structure en bois, donc ça c'est Gaujard Technologies que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, Gaujard qui est notre bureau d'études spécialisé en bois. Dans cette structure bois, voilà, on vient ajouter, alors c'était ici plutôt, on vient ajouter des panneaux de terre coulée. Bon, mon sentiment est qu'on coulera de moins en moins de béton, mais qu'il ne faut pas qu'on se passe du savoir-faire de ceux qui savent si bien couler du béton, c'est-à-dire l'utilisation des banches. Bon, il faut quand même se souvenir que les banches ont été inventées par les piseurs du XVIIIe siècle, donc c'est une espèce de grand retour de l'histoire. Et donc sur ce chantier, on a utilisé toutes les techniques du béton traditionnel, du béton contemporain, pour couler de la terre crue. Et donc voilà, il n'y a pas de ferraillage, mais il y a un boisage. Le mélange se fait dans les toupies, c'est coulé comme d'habitude, c'est vibré comme d'habitude. Et le mélange, c'est une argile qui vient du Grand Paris Express, et avec à ajouter de la paille hachée pour faire du lien. Hop. Donc ici, vous avez quelques éléments qui décrivent à la fois les différents systèmes. Donc, en plus de la production d'eau chaude qui vient du chauffage de la ville de Paris, le CPCU, il y a une production électrique en toiture qui rend ce bâtiment, du point de vue des usages liés à la médiathèque, qui les rend indépendants. Voilà, vous avez autrement quelques images qui montrent le chantier à l'heure actuelle et les enjeux de ventilation traversante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais on a du temps, je pourrais y répondre volontiers. Donc ceci, je vous l'ai expliqué. Et donc le résultat est ceci. La structure en bois, qui est consubstantielle de ces éléments en terre coulée. Les éléments en terre coulée ne sont pas porteurs. Ici, on n'a pas fait le travail d'ATEX pour arriver au mur en porteur de terre coulée. On l'a fait sur d'autres sujets, mais pas sur celui-ci. Et donc, voilà ce que deviendra
le bâtiment une fois terminé, avec les espaces extérieurs très ouverts qui s'adressent effectivement à la vie urbaine. Et ici, quelques images qui montrent la partie basse de la maison des réfugiés, où on récupère un certain nombre d'éléments qui sont déjà utilisés dans d'autres sites pour cette maison, enfin pour l'accueil des réfugiés. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de logement pour les réfugiés, puisqu'en fait, une ville n'a pas l'autorité pour faire habiter des réfugiés. Et donc ici, il s'agit d'un accueil pour les aider finalement à retrouver leur place, et y compris au travers d'Emmaüs et de son partenaire, de fabriquer leur propre travail et d'utiliser finalement leurs compétences. Donc voilà, je vous l'ai fait un peu vite pour qu'on se parle si nécessaire. Et tout ça se fait bien sûr dans un sens d'une frugalité heureuse et créative que je vous demande de venir voir de plus près si vous le souhaitez. Bien, merci beaucoup pour la présentation de ce projet. On peut vous applaudir. On a une, 2 minutes pour s'il y a des questions. Alors s'il vous plaît, questions courtes, et s'il vous plaît, réponses courtes également, si on veut qu'il y ait... Bon, c'est comme ça, après vous restez à disposition si des gens souhaitent vous questionner. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Pardon. Attendez, on a peut-être un micro qui... Oui, merci. Il y a un micro qui arrive, monsieur. Quelle est l'utilité des murs en pisé que vous avez mis à l'intérieur du bâtiment? Alors, ce n'est pas du pisé, hein, puisque ça n'est pas pisé, c'est de la terre coulée. Tout cet espace qu'on appelle le lien, ce volume en bois et en terre, n'est pas chauffé. Et c'est ces murs-là qui donnent l'inertie de l'ensemble de cet espace-là. Voilà. Donc ni chauffé, ni rafraîchi, puisque évidemment, ici, tout se passe sans climatisation, enfin sans système traditionnel de rafraîchissement aussi. Bonjour, Alexandre Suarski. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez un petit peu développer la différenciation bioclimatique que vous avez fait des façades, enfin le travail de différenciation bioclimatique que vous avez fait sur les façades? Déjà, on a fait en sorte que les façades soient protégées du soleil quand elles sont exposées au soleil. Et bien sûr, on le fait avec une solution qui laisse passer l'air, puisqu'on est dans un système de ventilation naturelle. Le bioclimatique ici, c'est aussi la possibilité que la lumière rentre le plus profondément dans le bâtiment. Il y a un endroit au dernier étage où on a découpé une partie du dernier étage pour que le soleil du sud descende le plus profondément aussi dans le bâtiment. Et donc le bioclimatique ici rend poreux un bâtiment qui ne l'était pas, pour faire des choses très précisément. Bien sûr, on n'a pas les mêmes protections solaires quand on est au nord face à une barre que quand on est au sud face à une ouverture entre des barres qui nous laissent passer le soleil. Enfin, voilà, vous savez bien, le bioclimatique, c'est comment un bâtiment peut trouver dans son contexte le plus proche toutes les ressources dont il a besoin. Ici, les ressources, c'est l'air, la lumière, le soleil, et on a tout fait pour que ce bâtiment devienne poreux, ce qui n'était pas auparavant. Oui, monsieur, on a le temps pour une troisième et dernière question. Au milieu, merci. Bonjour. Bonjour. À combien estimez-vous le taux de réemploi des matériaux dans votre construction? Je n'ai pas fait la proportion, je n'ai pas fait non plus le calcul du bilan carbone. Enfin, grosso modo, tout ce qu'on a découpé, tout ce qui est le gros œuvre découpé est resté sur place. Tout. Les dalles, certaines sont concassées pour faire du fond de forme, d'autres sont utilisées en surface. Les quelques arbres que l'on a découpés sont aussi restés sur place et vont servir à faire du mulch et à faire des barrières. Tout le reste, comme vous imaginez, c'était un dortoir. Donc chaque chambre avait sa salle de bain. Donc on avait une quantité incroyable d'éléments sanitaires. Donc tout ça a été remis dans le marché et a trouvé des preneurs. Et nous gardons parmi les sanitaires les WC, par exemple. On les garde. Et voilà. On n'a pas tout réemployé, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir à nouveau M. Madec. Merci. Alors tout d'abord, je vois des gens debout. N'hésitez pas.